Bonjour à tous et merci de suivre les émissions de la Voix des Grands Lacs. Nous célébrons aujourd'hui la fête de l'Assomption. Instituée dès la fin du VIe siècle pour célébrer Marie dans l'Église catholique, le 15 août se rapporterait au jour où la mère de Jésus est montée au ciel, corps et âme. C'est un jour férié qui passe souvent inaperçu. Bonne fête de l'Assomption à tous nos fidèles auditrices et auditeurs, abonnés ou pas. L'éditorial de la Voix des Grands Lacs de ce jeudi 15 août 2024 est composé de 2 éléments audio. Point 1, élément intitulé Paul Kagame, un vrai faux panafricain. Point 2, témoignage de Fanny, réfugiée rwandaise en France. Abordons maintenant le point 1 de notre émission. Une certaine jeunesse africaine, notamment d'Afrique de l'Ouest francophone, désabusée par une certaine presse, considère le dictateur rwandais Paul Kagame comme un panafricaniste engagé. Son hostilité, ses déclarations fracassantes et la rupture des relations diplomatiques, à son initiative, entre le Rwanda et la France ont fait de l'homme fort de Kigali un héros panafricaniste à l'image de Kwame Nkrumah, de Sékou Touré, de Patrice Lumumba et autres Thomas Sankara. La réalité est pourtant tout autre. Paul Kagame est sans doute le chef d'État en Afrique le plus au service des intérêts des puissances occidentales, qui l'ont aidé à prendre le pouvoir au Rwanda. La France n'en était pas. Elle était du côté de l'armée gouvernementale vaincue. Ceci explique cela. Mais rassurez-vous, les choses ont bien changé. Depuis peu, le Rwanda a repris sa bride. En récompense de cette docilité retrouvée, il a obtenu la direction de l'Organisation internationale de la francophonie, lui qui avait banni de l'enseignement, l'usage du français sur toute l'étendue de son territoire. Le ridicule ne tue pas. Aujourd'hui qu'il a obtenu tout ce qu'il demande à la France, il est devenu le gendarme attitré du pays de Macron qui l'utilise comme gendarme stipendié par l'Union européenne pour protéger les intérêts occidentaux en Afrique, au détriment des peuples africains. Quelques exemples parmi d'autres font que nous doutons du panafricanisme de Paul Kagame et nous poussent à dénoncer cette supercherie. Paul Kagame, un panafricaniste? Loin de là. Un panafricaniste, pensons-nous, ne massacre pas ses compatriotes, ce que fait Paul Kagame sans scrupule. En effet, depuis la guerre d'octobre 1990 déclenchée de l'Ouganda contre le Rwanda jusqu'à sa prise du pouvoir à Kigali en 1994, le Front patriotique rwandais de Paul Kagame a insidieusement et systématiquement massacré les populations civiles hutus qui se trouvaient sur son passage, provoquant des hordes de réfugiés à n'en plus finir. Ces réfugiés ont été pourchassés sur le territoire rwandais et en République démocratique du Congo, ex-Zaïre. Paul Kagame a délibérément sacrifié les Tutsis, ses frères de sang, en abattant l'avion de l'ancien président Habyarimana, attentat reconnu comme le déclencheur du génocide des Tutsis, comme cela a été reconnu par le Tribunal international pénal pour le Rwanda. Paul Kagame, un panafricaniste? Un panafricaniste, estimons-nous, ne devrait pas être impliqué dans la déstabilisation des pays frères africains. Ce que fait Paul Kagame sans vergogne. Souvenez-vous. De 1996 à 1997, sous la bannière de l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL, de Laurent Désiré Kabila, l'armée de Paul Kagame a envahi le Zaïre, massacrant indistinctement les réfugiés rwandais et les populations congolaises. Rappelons qu'à l'époque, le Rwanda, le Zaïre et le Burundi formaient la communauté des pays des Grands Lacs, CEPGL, d'heureuse mémoire. De 1998 à 2002, pour la deuxième fois, le Rwanda a envahi la RDC tuant au passage des millions de Congolais. Le chiffre de 12 millions de personnes tuées est aujourd'hui retenu comme crédible par le gouvernement congolais et par les organisations internationales du système de l'ONU ayant cartographié la localisation des principaux massacres perpétrés par l'armée rwandaise. Depuis, le Rwanda pille systématiquement les ressources naturelles de ce pays frère, de telle sorte qu'il est devenu le premier exportateur régional des minerais d'or, de diamants et de coltan. De 2004 à ce jour, le Rwanda a recruté, entraîné, armé et dirigé des groupes rebelles qui ont mis à feu et à sang la RDC. Dénoncé par la communauté internationale, Paul Kagame a fait semblant de modérer ses appétits et ses activités subversives en RDC. En retour, il a exigé et obtenu que les éléments de son armée intègrent l'armée congolaise. C'est par ce subterfuge qu'il continue de contrôler l'est de la RDC, à piller les ressources de la région, à protéger et à assurer la logistique des autres pilleurs envoyés par les pays qui l'ont aidé à prendre le pouvoir.
Le 27 août 2013, Paul Kagame a menacé de mort son homologue tanzanien, le président Jakaya Kikwete, qui lui suggérait de négocier avec les rebelles rwandais basés à l'est de la RDC. En 2015, Kigali a téléguidé le coup d'État qui a échoué contre son homologue burundais, le président Pierre Nkurunziza. Et que dire de la fermeture des frontières entre le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, à l'initiative de Paul Kagame? Deux pays censés partager le même destin dans la communauté économique des pays d'Afrique de l'Est. Un panafricaniste, pensons-nous, ne peut faire cavalier seul et balayer d'un revers de la main les résolutions prises par l'Union africaine. C'est le moindre des soucis pour Paul Kagame qui préfère de loin satisfaire à ses maîtres occidentaux que d'écouter ses pairs africains. Dans ce cadre, nous relevons deux cas dont tout le monde se souvient. Le 20 mars 2003, sans l'aval des Nations Unies, ONU, les États-Unis de George Bush ont envahi l'Irak. L'Organisation de l'Unité africaine s'est opposée à l'unanimité à cette intervention. Seul contre tous, le Rwanda de Paul Kagame a trahi le continent en soutenant cette guerre injuste et contraire aux intérêts de l'Afrique. En 2011, alors que toute l'Union africaine proposait une solution négociée en Libye, seul le Rwanda de Paul Kagame a soutenu l'intervention de l'OTAN qui a provoqué la chute et l'assassinat de Mouammar Kadhafi, suivi d'un chaos indescriptible dans ce pays qui perdure jusqu'aujourd'hui. Point n'est besoin de revenir sur l'accord illégal et immoral sur le trafic illicite de migrants conclu par Paul Kagame et le Royaume-Uni, qui a permis au dictateur rwandais d'assurer, afin d'en tirer, directement ou indirectement, des avantages financiers de l'entrée irrégulière de demandeurs d'asile au Rwanda en provenance de la Grande-Bretagne. Paul Kagame s'est, dans ce dossier, comporté comme un mercenaire au service de l'Occident. Mieux, comme un esclavagiste des temps modernes. Un typo du XXIe siècle. Le 17 septembre 2019, Paul Kagame s'est fendu d'une déclaration fracassante demandant l'exclusion de l'Afrique du Sud de l'Union africaine. L'Afrique du Sud qui a lancé des mandats internationaux pour arrêter 2 escadrons de la mort de Paul Kagame, accusé d'avoir assassiné dans ce pays, son ancien compagnon d'armes, le colonel Patrick Karegeya. Ceci expliquerait-il cela? Vous l'aurez compris, de notre point de vue, un chef d'État africain qui massacre ses concitoyens, qui envahit les pays voisins et tue leur population, qui pille leurs richesses, qui les déstabilise, qui se chamaille avec tout le monde et qui sabote l'Union africaine ne peut pas être considéré comme un panafricaniste. Malgré les apparences, Paul Kagame est tout simplement au service des puissances occidentales qui l'ont aidé à prendre le pouvoir. En échange, il leur permet de piller et de désorganiser l'Afrique en leur facilitant la tâche. Il est la voix de ses maîtres. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Le deuxième élément de notre éditorial est le témoignage de Fanny, réfugiée rwandaise en France. Nous citons. Depuis le 1er octobre 1990, date où le FPR Front Patriotique Rwandais a attaqué le Rwanda en provenance de l'Ouganda, pays frontalier, je vis un cauchemar sans fin. Ce qui me rend dingue, c'est cette pensée ou complot international qui prend parti pour affirmer qu'il y a d'un côté des Hutus génocidaires et de l'autre des Tutsis victimes du génocide. En 1990, j'habitais dans la région du nord du pays, précisément à la frontière avec l'Ouganda. Je ne souhaiterais à personne de vivre les atrocités que j'ai vues de mes propres yeux. Quand les soldats du FPR attaquaient le pays, c'était souvent la nuit sous la pluie. Réveillés par les coups de mortier, des katyushas, des bombes, des kalachnikovs et autres, nous fuyions à pied parcourant des dizaines de kilomètres à pied, entremêlés aux laisses des chèvres et moutons des paysans qui fuyaient les combats. Parfois lors de ces fuites on oubliait de prendre les enfants, on partait dans n'importe quelle direction, par coup de chance on se retrouvait au bout de 3 jours. Hélas, beaucoup de personnes n'ont pas eu cette chance. C'était horrible. Certaines, blessées par balles, et d'autres fragiles, mouraient d'épuisement. Il faut savoir que la population rwandaise, notamment celle du nord du Rwanda, appréciait beaucoup l'ancien président Habyarimana. De ce fait,
cette même population ne voulait pas de ce pouvoir sanguinaire des Tutsis, et au lieu d'héberger les maquisards du FPR, les habitants préféraient les dénoncer et par conséquent ils étaient exécutés par le FPR à coups de marteau. Beaucoup d'enseignants de la région, un ancien directeur d'une usine à thé et toute sa famille, des corps gisants que j'ai enjambés. Trop c'est trop. D'octobre 90 jusqu'en mars 1994, il y a eu des massacres de milliers de Hutus commis par le FPR. Ces pauvres gens sont morts comme des chiens. Personne n'en parle. Il y a une ferme volonté d'étouffer la vérité pour continuer à diviser le peuple rwandais. Durant ces 4 années de galère, j'étais déplacé de guerre. J'ai vécu dans les camps de Nyakyonga-Kigali, avec plusieurs milliers de personnes. Nous avons connu la faim, l'humiliation, alors que le sud du pays continuait à vaquer à ses occupations habituelles, organiser des meetings politiques, célébrer des mariages, comme si de rien n'était. J'éprouvais de la colère, au point que je souhaitais en mon fort intérieur, que chaque Rwandais soit touché de près par cette guerre fratricide. La communauté internationale a laissé faire le génocide des Tutsis de la même manière qu'elle a fermé les yeux lorsque le FPR a exterminé les Hutus du Nord durant 4 ans avant le génocide. Je suis issu d'une union mixte Hutu-Tutsi et j'ose avouer qu'avant cette attaque du FPR en 90, il n'y avait pas de problème majeur entre ces deux ethnies du moins dans mon environnement familial. Jamais je n'avais entendu différencier les personnes selon leur appartenance ethnique ou physique. Sans doute que les personnes se connaissaient entre elles, mais les mariages mixtes étaient fréquents. Aujourd'hui c'est plus compliqué car il règne un climat de méfiance totale entre les Rwandais, le pays des 1000 collines est devenu celui des 1000 problèmes. Et tant que la communauté internationale continuera de soutenir des politiques dictatoriales pour préserver les enjeux géopolitiques et économiques des grandes puissances, il n'y aura pas de paix ni de justice sociale. Car la politique à géométrie variable ne fait qu'aggraver la situation, en radicalisant davantage ceux qui se sentent lésés. Le peuple rwandais a besoin de connaître la vérité sur ce qui s'est passé. Pourquoi toutes ces victimes innocentes, enfants, femmes, vieillards, et personnes qui n'étaient pas armées? De mon point de vue, ayant vécu dans les zones de guerre, dans les camps de déplacés de guerre et dans les camps de réfugiés, j'affirme que les Interahamwe, milices du parti de l'ancien président Habyarimana, et les soldats du FPR, sont tous les mêmes et endossent au même titre ces barbaries. Ils ont tous les mains sales. Ils ont tué et continuent d'étouffer la vérité. Pour une vraie réconciliation du peuple rwandais, ces deux auteurs du génocide et des crimes de guerre devraient comparaître devant le tribunal pénal international, y compris l'homme fort de Kigali, Paul Kagame, qui prétend avoir arrêté le génocide qu'il avait lui-même commencé en attaquant le Rwanda en 1990 en provenance de l'Ouganda. Nota bene, Fanny est une réfugiée rwandaise en France. Son témoignage a été recueilli et mis en ligne par la Voix des Grands Lacs. Je vous remercie.